Bonjour, je suis Sandra Ambos, l'auteure de Merveilleuse, le guide de grossesse qui réenchante la naissance, et la fondatrice de la marque Ilado qui propose des bolas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé. Parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici chaque fois que tu en auras besoin pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du mois d'or. Le mois d'or, c'est cette période de 40 jours qui suit immédiatement l'accouchement et qui est considérée dans de nombreuses cultures traditionnelles comme un temps à part, une parenthèse suspendue où les jeunes mamans sont soutenues, guidées et choyées par leur entourage pour pouvoir se consacrer pleinement à leur bébé et à leur récupération physique et émotionnelle. Dans nos sociétés modernes, ce soutien a tendance à disparaître. Pourtant, les premières semaines qui suivent la naissance sont essentielles pour prendre ses repères de maman et pour poser les bases de son nouvel équilibre familial avant de s'ouvrir à nouveau au monde et que la vie reprenne son cours. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Marie Mahé-Poulain, qui est la co-autrice du livre Le Mois d'or. Ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi ce mois d'or est une période clé pour les mères, les bébés et les familles, et ce qu'il est possible de mettre en place pour pouvoir le vivre pleinement et sereinement. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sandra, je suis très contente d'être avec toi et parmi vous pour ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler du mois d'or et avant de commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques quel est le chemin qui t'a amené à t'intéresser justement au mois d'or. Quel a été ton parcours ? Alors mon parcours, il a quelque chose d'à la fois classique et d'à la fois plutôt atypique, dans le sens où pour moi le mois d'or en fait fait vraiment partie de mon histoire de vie, mais de mon histoire même de bébé, parce que c'est une culture, une éducation qui était déjà là pour mes parents, c'est-à-dire que c'est quelque chose que mes parents ont pratiqué en fait pour nous. Moi qui étais l'aînée, donc un bébé mois d'or en numéro 1, donc pour lequel ils ont vraiment vécu cette aventure pleinement, et puis après avec mes frères, avec un mois d'or avec des aînés. Et donc ça fait vraiment partie de mon ADN finalement, de base. Et puis en grandissant et en m'intéressant au soutien des autres, en m'intéressant à la psychologie, parce que je suis passée par l'université avec un master de psychologie. J'ai petit à petit compris à quel point, et en voyant autour de moi aussi eh bien les personnes qui vivaient leur maternité, leur postpartum, que ce soit dans les consultations que je faisais, parce que maintenant je suis psychologue clinicienne, ou aussi parmi mes proches, mes amis, à quel point il y avait un fossé immense entre ce qu'on m'avait appris comme étant finalement des bases essentielles, des incontournables de comment on prend soin de la femme et de la famille pendant un postpartum, et ce qui se vivait concrètement dans nos sociétés occidentales aujourd'hui. Et ça m'a vraiment touchée, voire désemparée parfois. Et puis j'ai moi-même vécu cette expérience de la maternité, donc j'ai pu le palper dans ma chair, dans mes cellules, ce qui a approfondi aussi toute l'élaboration autour de l'accompagnement des femmes en postpartum. Et en constatant en fait ce manque, mais alors béant, il y avait dans les ressources, quelles qu'elles soient, d'ailleurs dans les livres, dans notre éducation en général, sur le postpartum pour informer les femmes et les couples. Et bien là, ça m'est apparu, et du coup, ça nous est apparu avec Céline, qui à la base est une amie et qui maintenant est ma co-autrice, ma cofondatrice du Mois d'or, Céline Chadela, qu'il fallait vraiment libérer la parole, l'information autour du postpartum et mettre en action vraiment des moyens pour que les femmes et les familles soient davantage soutenues pendant cette période délicate. Et ce mot mois d'or, donc qui est un mot, je trouve merveilleux, très parlant, évocateur et qui souligne la préciosité de cet instant de vie, de cette parenthèse, comme vous l'appelez, ce moment un petit peu hors du temps.
Ce mot vient de quelle culture? Il est donc issu de la culture indienne? Alors non, il n'est pas issu de la culture indienne, il est inspiré davantage de la culture asiatique et chinoise. C'est pas une traduction au sens propre. Il y a l'autre traduction, c'est Zhuoyuzi. Je le prononce peut-être pas très bien, mais voilà, qui signifie vraiment ce mois où on reste assis, on reste allongé, on reste au repos pour la femme qui vient d'accoucher. Et finalement est inspiré le terme de mois d'or qui vraiment définit ce mois après l'accouchement. Et donc on le retrouve en Inde, on le retrouve aussi dans de très nombreuses cultures au travers du temps. Donc bien sûr au niveau oriental, au niveau de l'Asie, mais aussi en Afrique, dans le Moyen-Orient, dans le Maghreb, donc qui fait partie aussi de l'Afrique, dans tout ce qui va être l'Amérique du Sud, donc notamment au Mexique, mais dans de nombreux pays limitrophes aussi, et également dans des traditions telles que les Inuits, et également, et ça c'est important aussi de le préciser, dans nos traditions aussi en France. Oui, tu en parles dans ton livre. Ce sont les relevailles, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, dans chaque tradition, il y a des termes différents. Et il y a en Amérique du Sud, on parle de la cuarentena, donc littéralement la quarantaine, donc c'est 40 jours après l'accouchement qui sont vraiment ce mois d'or. Ici, en Occident, en France, on parlait des relevailles, qui est en fait, on nomme l'importance de rester au maximum au repos et si possible en partie allongée, pas que, mais voilà, c'est favorisé, on pourra en reparler ensemble. Mais donc ce relevail, c'est ce moment où on se relève suite à ce mois, ces 30 jours, ces 40 jours après notre accouchement. Cependant, dans notre culture, c'était aussi associé à une culture religieuse, et que nous, voilà, on en garde les pratiques, mais voilà, dénuées de toute appartenance religieuse spécifique. C'est vrai que c'est associé aussi à beaucoup de croyances. J'ai lu par exemple que dans certaines cultures, on considérait que jusqu'au 40e jour, le bébé était toujours un petit peu en voyage entre le ciel et la terre et que son âme s'incarnait vraiment après le 40e jour et que du coup, on recommandait de masser les bébés, notamment de masser leurs pieds justement pour favoriser leur incarnation. Quand tu as commencé à t'intéresser au mois d'or, tu as, j'imagine, vu toutes ces croyances et toutes ces petites pratiques. Et si je comprends bien, du coup, votre démarche, c'est de regarder ce qui se fait un petit peu aussi ailleurs traditionnellement, ce qui s'est fait et ce qui se fait encore aujourd'hui, et de l'adapter à notre culture occidentale. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous, on a vraiment pu observer, et avec d'autres aussi professionnels qui se sont penchés sur la question, notamment Bernadette de Gasquet, le docteur Bernadette de Gasquet, avec qui on collabore. Ouais, qui a fait la préface de votre livre, il me semble. Oui, c'est ça. Elle a fait la préface de notre livre. Aujourd'hui, elle intervient aussi dans nos formations pour le postpartum, et qui a creusé aussi du point de vue anthropologique, médical, d'autres professionnels aussi avec lesquels on collabore, et qui observent à quel point dans ces différentes traditions, il y a vraiment des pratiques spécifiques. Et là, peut-être, j'aimerais revenir sur cette vraiment pour définir ce que c'est que ce mois d'or-là. Donc, je le disais, c'est ces 30 à 40 jours après l'accouchement, qu'on appelle aussi le postpartum immédiat, et pour lequel, dans ces cultures et dans la nôtre aujourd'hui, c'est ça qu'on aimerait justement raviver. Il y a des pratiques vraiment spécifiques pour prendre soin du corps de la mère, mais aussi de ses émotions, de son psychisme et de la petite famille jusque dans le quotidien. Donc pour l'alléger, de tout ce qui va être les efforts, et pour vraiment prendre soin de son corps et son esprit, et bien sûr aussi de l'attachement avec le bébé et du petit bébé lui-même. Et avant de parler des pratiques, quels sont, selon toi, ces besoins essentiels d'une femme qui vient d'accoucher? Elle a vraiment besoin d'être soutenue dans ce qu'elle est en train de traverser, d'être accueillie dans son vécu qui est singulier, non pas sur les faits, mais bien sur son vécu. Elle a aussi besoin, pour moi, fondamentalement, d'être allégée, de pouvoir déléguer tout ce qui est quotidien, tout ce qui est finalement secondaire, pour se centrer sur ce qui se passe, dans la récupération de son corps physique, dans retrouver un équilibre émotionnel, de tisser aussi les liens avec son petit bébé. Elle va vraiment avoir besoin d'être reconnue
avoir vraiment ce sentiment de se sentir, ouais, c'est ça, reconnue dans tout ce qu'elle donne comme énergie, accueillie dans ses doutes, sans être jugée, ça c'est important. Elle a besoin d'être accueillie sans forcément qu'on lui trouve une solution, qu'on lui donne tout de suite un conseil. Ça c'est aussi important, ça c'est des réflexes qu'on a beaucoup et qu'elle puisse se reposer vraiment de plein de manières différentes, mais aussi de son corps et parce qu'elle est en plein atterrissage. Comme tu disais, ça on pourra revenir dessus également, et de bien s'alimenter également pour sa récupération physique. Tu soulignes qu'elle n'a pas forcément besoin d'être conseillée et pourtant, c'est un petit peu la seule chose qu'on nous donne spontanément, du conseil qui est parfois contradictoire, qui est parfois culpabilisant aussi, et que tu parles autant de l'émotion que des pratiques à mettre en place. Et que finalement, en allégeant la partie gestion et en déléguant, on peut du coup focaliser son attention sur ce qui est essentiel, qui est l'émotionnel. Parce qu'il se passe énormément de choses juste après la naissance. On a tous nos repères qui sont bousculés. Donc finalement, vivre son mois d'or, c'est accueillir aussi toutes les émotions qui demandent à sortir et être capable de trouver aussi des personnes pour les écouter. On est, je pense, habitué dans cette société à vouloir tout faire toute seule et on est très individualiste. Mais pour le coup, le mois d'or nous rappelle qu'on a besoin d'oser demander de l'aide et l'accepter. Comment est-ce que ça se prépare le mois d'or pendant la grossesse et à qui on peut faire appel pour bien le vivre? Déjà, tu parlais des conseils. J'ai envie d'attirer l'attention sur le fait que on est souvent, trop souvent, dans un esprit où on se concentre sur les faits, dans ce que les femmes partagent pendant ces moments-là. Alors, comment il dort bébé, comment il pleure. On est d'ailleurs très très centré sur bébé. Ça fait aussi partie de notre singularité avec le mois d'or, de davantage se centrer sur la mère. Puis comme toi, tu parles aussi de naissance d'une maman. Mais c'est vraiment au-delà des faits. Comment elle le vit, comment elle le ressent, comment elle ressent son bébé, comment elle se ressent elle-même, et arrêter, parce que dès qu'on pense fait, on pense solution. Tandis que quand on pense ressenti, bien sûr, il y a des choses à mettre en place pour qu'elle se sente accueillie sur le plan émotionnel, mais déjà qu'elle puisse l'exprimer. Voilà, parce que une des problématiques qu'il y a aujourd'hui, c'est que à partir du moment où on cherche une solution, souvent déjà nos connaissances ne sont pas actualisées. Dans la société, les connaissances notamment autour de l'allaitement, autour du sommeil de bébé, autour des pleurs, partent vraiment de représentations qui sont personnelles ou sociétales, mais qui ne se sont pas forcément laissées évoluer par les nouvelles compréhensions, la science autour de tout ça. Même des professionnels, en fait, ne sont pas forcément spécialisés. Et c'est là qu'on a contradiction, parce que on apporte comme vérité des choses qui sont soit dépassées, soit très personnelles. Et ce n'est pas ça qui est demandé. Et puis, s'il existait des solutions magiques, valables pour tous, je pense qu'on les connaîtrait. On les souhaite tous. On souhaite des solutions magiques. On souhaite un décodeur pour son bébé aussi quand il arrive, et on n'est pas là-dedans. Donc on en amène qui sont pas magiques, et en plus on ne sait pas forcément comment les communiquer, comment apporter en fait des pistes sans que les femmes et les familles se sentent jugées. Et du coup l'idée c'est comment effectivement il y a des infos à amener, bien sûr, c'est intéressant d'être éclairé sur certaines notions, mais comment on se concentre d'abord sur le sens de ce qui est passé, vraiment sur le sens et l'essence. Et puis sur le vécu plutôt que la réalité, parce que ça aussi, je pense que tu t'en es souvent rendu compte. Parfois, 2 femmes ont exactement la même réalité, mais leur manière de la vivre va être complètement différente, que ce soit, les nuits entrecoupées ou l'allaitement, les douleurs, enfin les inconforts. On n'a pas du tout toutes la même manière de vivre la même réalité. Absolument. Et j'aurais envie de dire que c'est décuplé pour la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Tout est décuplé en fait, tout est démesuré. On est vraiment à la fois très vulnérable, très ouverte, et en même temps tout est ressenti de manière plus forte. On considère souvent l'accouchement, enfin la grossesse, l'accouchement, le postpartum comme un événement vraiment physique, organique, voire médical. Et du coup, on se centre sur les faits. Ok, est-ce qu'il y a eu une péridurale ou pas? Est-ce que c'est voix basse? Est-ce que c'est césarienne? Est-ce que le bébé a été, est-ce qu'il y a eu un ralentissement au niveau du cœur? Ça, c'est vraiment des faits. Mais
comment elle a vécu. Est-ce qu'elle s'est sentie actrice? On peut se sentir actrice tout en ayant une péridurale, tout en ayant une césarienne, ou on peut se sentir complètement dépossédé de son accouchement alors qu'on est voilà, sans péridurale, sans césarienne. Et ça, c'est vraiment une histoire de vécu, et c'est important que tu puisses le nommer parce que c'est ça qu'on néglige trop souvent. Et le fait que la femme soit vraiment dans cet état de vulnérabilité, d'ailleurs tant physique que émotionnel et psychique après son accouchement, qu'elle soit poreuse aussi à toutes les émotions qui sont là. C'est comme si en fait elle était un peu dilatée. Tout à l'heure tu parlais du voyage avec les rites aussi, et ça j'aime beaucoup aussi cette image, parce que c'est comme si avec l'accouchement il y a quelque chose qui il y en a qui parlent de défragmentation. C'est une ouverture, en tout cas, on dit, de corps et de cœur ou d'âme. Il y a une ouverture énergétique qui est réelle. Tu parlais du bébé que il y avait cette croyance qui mettait 40 jours son âme pour être incarnée. Du coup, on le masse, on l'aide à atterrir. Mais croyance au niveau, j'ai envie de dire spirituel, l'incarnation de l'âme, voilà, ou un fait en fait. Il vient d'arriver dans cet espace aérien. C'est le tout début de sa vie. Tout est nouveau, tout est intense. Et il a besoin de prendre des repères. Donc, dans tous les cas, en fait, il atterrit. Et la maman aussi, elle a besoin d'atterrir. Elle a aussi besoin d'être massée. Tu parlais des massages pour le bébé, mais les massages pour la maman pour revenir dans son corps, ressentir les limites de son corps, réatterrir dans elle, parce que, comme le nomme si bien le nom de ton podcast, la naissance d'une mère. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment toute cette transformation profonde intérieure, ce renouveau total, ce moment de passage de crise qui est déstabilisant. On parle aussi de la matrescence. Mais c'est un profond chamboulement, et il y a besoin d'atterrir et de revenir de ce voyage. Et tu me demandais comment on se prépare à son postpartum. Et bien justement, quand on considère à quel point, il y a quelque chose qui un peu est explosé à l'intérieur, qui est éparpillé aussi. Après la naissance, on se rend compte à quel point c'est en amont qu'il faut le préparer. C'est pas au moment où on vient de vivre un accouchement, qu'on est réveillé 5 fois dans la nuit, qu'on a des mots du postpartum, qu'on est en pleine remaniement psychique, émotionnel. Enfin bref, on est vraiment dans la marmite. Ouais. On considère à tort l'accouchement comme la destination finale, alors qu'en fait, c'est que le début du voyage, ouais. On se plante, j'ose le dire, royalement, quand on considère, quand on est enceinte, et voilà, ok, on se prépare à l'accouchement. Ça y est, c'est la grande destination, c'est le but ultime. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, c'est capital, c'est une étape majeure de notre vie. On a coupé un peu les transmissions, donc on s'est enfin voilà, on s'est un peu déconnecté aussi de notre instinct, de ses connaissances aussi là. Donc on s'y prépare, mais c'est une étape en fait, voir le début d'une nouvelle vie, et c'est ça qu'il faut préparer en amont. Nous on aime bien parler avec le mois d'or du troisième trimestre de la grossesse, qui est vraiment dédié à ça. C'est vrai que si à partir de 6 mois on commence à écouter des podcasts, à lire des livres, alors nous on a fait notre livre le mois d'or pour ça, ou aussi celui pour se préparer en couple au postpartum, le cahier d'exercices. Et voilà, on se familiarise avec, ok, ça va être quoi les enjeux du postpartum et comment je peux m'y préparer. Parce que même si ces dernières années, il y a eu une libération de la parole autour du postpartum, avant on n'en entendait pas parler, donc il y avait un grand noir. Et puis ça doit être l'année d'après la sortie du livre, il y a eu l'hashtag Mon postpartum notamment, qui a permis une vraie libération de la parole, de ce que vivaient les femmes dans leur corps, dans leur tête en postpartum. Cependant, parfois c'était aussi un peu diabolisé. C'est ok, je vais te dire tout ce qui va mal en postpartum. Et la limite de ça, c'est que du coup, ça rend acceptable certaines difficultés et souffrances, comme si c'était la norme. Et je trouve que avec le mois d'or, du coup, tu montres que on peut aussi réenchanter ce postpartum immédiat et qu'on a le droit aussi de bien le vivre en le préparant en amont et que c'est possible. Absolument, et c'est même en s'y préparant et en s'entourant qu'on va pouvoir bien le vivre et favoriser le fait qu'il soit réenchanté, parce qu'il s'agit bien de ça. Oui, il y a une réalité, oui, on est traversé dans notre corps, on vit bien plein de choses, mais ça peut aussi être magique et magnifique à sa manière, tout à fait. À condition, voilà, qu'on le prépare, qu'on s'y penche, et pas aussi que les femmes toutes seules de leur côté. Qu'on ose s'y préparer en comprenant, ok, que c'est pas
que la cata du tout. C'est voilà, je prends les informations principales et ensuite je vois comment, dans ma vie, concrètement, je peux m'organiser pour que tout ça soit facilité, pour que je me sente un peu portée pendant cette période-là. Et ça se fait aussi en couple ou même aussi avec les grands-parents, avec ce qu'on appelle, nous, le cercle des bonnes étoiles. Et ça se fait dès avant la naissance. Comment ça peut bien se passer sans que l'entourage le vive comme une contrainte? À partir du moment où on comprend qu'en fait, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, ce sont des connaissances et des pratiques qui sont là depuis la nuit des temps, ce n'est pas pour rien. Donc ça déjà, ça permet de remettre aussi dans un contexte. Et effectivement, c'est comment on informe les femmes. Nous, ça a été notre chemin avec le mois d'or. Au début, on informe les femmes, puis après, on se rend compte que, ok, si c'est les seules à être informées, il y a un problème parce qu'elles mesurent à quel point c'est capital de pouvoir vivre cette bulle après leur accouchement et d'être soutenues. Euh, et, et en fait, elles sont confrontées à des proches qui ne comprennent pas en fait ce besoin-là et du coup se sentent seules. Donc ça, c'est pas l'idée. Vraiment, ensuite, c'est par exemple avec le cahier d'exercice qu'on a conçu, c'est en couple à faire. On passe du couple amoureux au couple parental et faire ce petit travail ensemble, ça peut aussi consolider. Et ça permet de faire alliance, de faire équipe. Donc c'est un des plus beaux cadeaux en fait qu'on peut vivre quand on est couple amoureux, qu'on devient couple parental. Le couple amoureux reste là, mais il y a le couple parental qui naît aussi. De vraiment se préparer ensemble, de partager aussi la vision globale, la charge mentale. Après, nous aussi, on fait des ateliers en ligne, animés soit par nous, soit par des ambassadrices qu'on a formées pour que le couple se prépare ensemble. Il s'agit aussi beaucoup de décider de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, notamment par rapport aux visites à la maternité ou à la maison, les sorties, l'organisation, comme on en parlait tout à l'heure, des tâches ménagères. C'est beaucoup aussi une prise de décision et c'est vrai que si on n'a pas décidé en amont, c'est difficile sur le moment avec le flux d'hormones et l'émotionnel, d'être capable de décider. Ah bah absolument. Et c'est capital de décider en amont, même si au final, peut-être on changera sur certaines choses. Se donner l'autorisation de changer d'avis. Mais au moins, on aura eu les discussions de base, on aura eu une orientation, et ensuite on pourra, si besoin, rechanger, mais en ayant cet esprit d'équipe qui est vraiment là dès le départ. Et quand on y décidait, c'est effectivement le mois d'or, c'est pas fait pour être un dogme qui est pareil pour tout le monde. Des fois, on dit non mais moi je peux pas du tout faire comme ma Chine qui a fait son mois d'or. Pas du tout en fait. C'est je comprends l'essentiel, je comprends ce qui peut faire du bien et je vois comment on l'applique, enfin on voit comment on l'applique nous dans notre vie à notre manière, de manière vraiment personnalisée, et ensuite comment aussi on le communique aux autres proches, parce que là on parle du couple, mais l'idée c'est vraiment que notamment les grands-parents puissent comprendre un petit peu les choix, les décisions qui sont prises. Alors parfois ces décisions, elles sont notamment, on parle de protéger la bulle et en même temps de s'entourer dans le mois d'or, donc c'est comment on crée ce cocon avec les personnes qui vont nous soutenir soit sur le plan matériel, soit sur le plan émotionnel, mais qui nous font vraiment du bien pendant cette bulle. Et ces personnes-là, elles sont en nombre réduit. Et parfois, c'est vrai qu'on a un peu envie d'être hors du monde, parce que de toute façon, on n'a pas un psychisme qui est vraiment adapté au monde. On n'est pas encore prête à retourner dans notre Non, on est quotidien. en fait, on est comme dans ce cocon, là, cette chrysalide, elle a besoin de ce temps pour ensuite se réouvrir aussi au monde. Donc parfois, voilà, il y a des proches que peut-être on verra de manière, voilà, on s'appellera pendant cette période-là et on sera ravis de se retrouver au bout d'un mois. Et il y en a d'autres qui font vraiment faire partie intégrante et voir comment ils peuvent aider au mieux. Nous, c'est aussi pour ça qu'on a là œuvré, travaillé pour un kit pour devenir grands-parents. Ça, on est très très contente de ça parce que c'est tellement comment dire. Moi, je pouvais être attristée des fois de voir des couples qui étaient éclairés, qui s'éveillaient un peu sur comment ils va vivre leur postpartum et qui n'arrivaient pas à le communiquer en fait à leurs propres parents, à voir comment ils pouvaient collaborer, comment chacun pouvait trouver sa place. Et vraiment là, ce kit, ces expériences, c'est des informations donc pour les grands-parents, pour les accompagner eux aussi dans leur devenir grands-parents, mais aussi comment concrètement ensemble entre futurs parents et futurs grands-parents
eh bien, on vient se mettre au travail pour comprendre, comment on va fonctionner, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut ajuster, comment on peut améliorer notre relation, notre communication pour prendre soin, en fait, de cette période, mais aussi de la relation. Parce qu'après, ça joue aussi sur toute une vie, finalement. C'est précieux. Ce mois d'or, c'est un temps précieux pour toute une vie. C'est comme si tu plantais des graines, qui pourraient ensuite, se déployer et qu'à vouloir aller trop vite, retourner dans le monde, retourner dans notre vie sociale, retourner dans une certaine pression organisationnelle qui nous aide à nous sentir parfois utiles. On est peut-être juste utile à notre bébé et à notre propre récupération et c'est assez en fait. Rester au centre pendant ce mois d'or en acceptant d'être comme on est, pas maquillés, en pyjama, dans notre petit cocon de maternage, dans notre salon. C'est un cadeau qu'on fait à son bébé, qu'on fait à son couple, à sa famille. Mais il faut peut-être accepter, voilà, de ralentir. Et tu disais les relevailles, bah ouais, peut-être de revenir dans le monde qu'au bout de ces 40 jours. Et est-ce que tu recommandes de faire un petit rituel ou quelque chose pour symboliser la sortie du mois d'or? Les rituels, c'est quelque chose qu'on a désinvesti dans nos sociétés d'aujourd'hui, au niveau des passages, et on oublie de prendre le temps de concrètement ritualiser en fait ces moments de passage. Or, le rituel, ça a vraiment une fonction, le symbolique, ça a vraiment une fonction, et prendre un temps de rituel quand justement on sort un petit peu de son mois d'or, ça permet vraiment de faciliter cette transition. Ça permet de rassembler, de refermer, mais au sens créateur, positif. Voilà, notre bassin, il a besoin d'être rassemblé, notre esprit, il a besoin de revenir, de se recentrer. Et le fait de le marquer par rituel, ça accompagne et ça amène aussi du bon, ça permet d'honorer aussi. Et c'est tellement rare ces moments où on honore ça dans nos quotidiens. Pour moi, ça devrait être insufflé finalement à chaque jour, ces moments où on vient honorer remercier notre corps aussi. Voilà, et honorer tout notre être de ce qui a été vécu et de ce qui est vécu jour après jour. Et ensuite, il y a vraiment les rituels qui marquent le passage. Alors, tu parlais du rebozo. Oui, nous, c'est quelque chose qu'on conseille, qu'on pratique. Le bandage du bassin qui n'est donc pas tout le rituel du rebozo, mais vraiment le fait de resserrer le bassin. Il y a quelque chose aussi de très mécanique là-dedans et qui est très précieux ensuite pour le fonctionnement du corps par la suite. Ça, on le transmet aussi aux professionnels qui se spécialisent dans le mois d'or, et ça peut vraiment faire l'objet d'un moment unique pour la femme. Tout à l'heure, je parlais des limites corporelles, mais on sous-estime à quel point même le fait d'avoir des pressions douces là, mais sur son corps en postpartum, permet de revenir ici et de voilà, et le bassin, c'est pareil, ça nous permet de reprendre contact avec notre bassin, notre périnée, d'accueillir aussi notre ventre comme il est aujourd'hui, ça peut changer aussi. Et vraiment de faire ce rituel alors des fois c'est juste avec une personne, on peut le faire des rituels avec des professionnels, on peut aussi faire un rituel avec des personnes qui nous sont chères en fait, et inventer son propre rituel. Ça, c'est vraiment à s'autoriser aussi, mais c'est quoi qui me parle à moi? Si ce rituel-là, il ne me parle pas, il ne me ressemble pas, ou il est un peu trop barré pour moi, ou je ne sais pas. Certains vont aimer les choses très ésotériques, très symboliques, tout un univers, d'autres pas du tout. Ils s'y retrouvent pas. Et c'est OK, qu'est-ce qui fait sens en fait pour moi? Finalement, ritualiser, ça nous permet simplement de vivre les moments en conscience, et de pas les laisser filer sans s'être dit: «Ah ça y est, ça fait 40 jours» et ouvrir ce nouveau chapitre qui finalement s'ouvre pas à la sortie de la maternité, contrairement à ce qu'on peut imaginer ou croire. C'est exactement ça ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a cette impression, pour celles qui accouchent en maternité, qu'en fait, le moment où on sort de la maternité, c'est finalement ça, notre rituel de transition. Et là, grosse chute, parce qu'en fait, au contraire, on est en plein bouleversement hormonal, dans ces périodes-là, 2-3 jours après l'accouchement. On peut ressentir ce vide, le retour à la maison, il est peu accompagné. Donc, c'est pas... Oui, c'est un passage, oui, c'est un mais c'est pas un rituel. Et en fait, comme tu disais si bien, on rebascule. En fait, il y a une survalorisation du faire et du être utile. Et en fait, ritualiser, c'est justement s'arrêter et prendre le temps, juste respirer,
d'avoir conscience de ce moment, de poser une intention, de se remercier pour ce qui a été vécu, de prendre une respiration et de se réouvrir dans les bonnes conditions à la phase suivante. Et ça, il y a plein de manières de le faire, mais plus on va favoriser une parenthèse où on prend le temps de prendre conscience. Tu parlais du rituel au restaurant, ça, je trouve ça très chouette, mais c'est encore quelque chose de social. Moi, je trouve que, je sais pas, même si finalement c'est au restaurant, ben en fait, on pourrait prendre un temps avant chez soi et puis de se dire, ok, je m'allume une petite bougie, je me mets un petit peu d'huile, je me fais soit une petite méditation si ça me parle, soit une posture, soit juste on se prend dans les bras tous ensemble. Et voilà, merci pour ce moment, merci à mon corps, merci à mon bébé, merci à la vie qui me transforme. Et juste prendre, ça se trouve, c'est un quart d'heure en fait. Et alors concrètement, pour, les mamans qui nous écoutent, donc Céline et toi, vous formez, des accompagnantes et des doulas au Mois d'Or. Ça veut dire qu'il y a des personnes en France, qui sont qualifiées pour accompagner les mamans? Oui, tout à fait. Nous, on a un site qui s'appelle lemoisdor.fr sur lequel il y a un annuaire justement où sont répertoriées toutes les personnes qui sont formées avec nous. Et puis, j'aurais envie d'élargir. Bien sûr, c'est important qu'en tant que professionnel, on soit formé, qu'on vienne plus à domicile, qu'il y ait des accompagnantes vraiment postnatales qui viennent dans le foyer. Mais en fait, c'est vraiment une question sociétale bien plus large. C'est vraiment notre responsabilité à tous de comprendre qu'on peut tous être en fait la bonne étoile d'une famille autour de nous et qu'on ose aussi se proposer. On fait tous partie du village des autres. Donc, et c'est vrai que tout le monde devrait lire Le Mois d'Or parce que c'est sûr qu'on regarde différemment les jeunes mamans qui viennent d'accoucher et on se rend compte qu'on a un rôle à jouer pour elles, pour leur bébé et que si on pouvait accueillir, c'est vrai, l'humanité de demain dans la sérénité et dans la solidarité, parce qu'il est aussi question de solidarité, je crois que le monde se porterait sans doute mieux. C'est un honneur aussi vraiment d'arriver là. Et par contre, on ne vient pas s'en remplir ou chercher la proximité du bébé, mais simplement se mettre au service de manière désintéressée. Et ensuite, finalement, il y a quelque chose de circulaire aussi. Ça, c'est important de le poser parce que parfois on se dit, bah oui, mais si je demande à telle personne telle aide, je vais devoir lui rendre. Alors que si on prend en compte vraiment cette globalité, ce village large, en fait, l'aide, elle va circuler Elle circule. un an. Et bien sûr, Dans cette immense toile. voilà, ça sera dans 1 an, dans 2 ans, ça se trouve, ça va avec une autre personne, mais vraiment, il y a cette circularité. Écoute, je trouve que c'est une jolie manière de terminer, notre échange. Merci Marie, pour tout ce que tu fais. Ah bah, je te remercie. Moi, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, que ce soit là dans les consultations. Moi, je suis là sur Saint-Nazaire là et Nantes et dès que je sens à quel point ça les accompagne, comment ça vibre aussi pendant les séances ou à domicile, c'est vraiment ça nourrit en fait cette flamme. Voilà, donc ça m'anime fort et avec Céline, ma co-autrice, ma partenaire, on a vraiment cette mission de raviver cette culture du Mois d'Or, de changer de paradigme autour du postnatal. Et je crois qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux à le sentir et à œuvrer pour. Et ça, c'est vraiment magnifique, magnifique à voir. J'aurais peut-être juste envie d'ajouter pour celles et ceux qui veulent se représenter un petit peu plus ce que c'est peut-être le Mois d'Or. Avec Céline, on a un podcast qui s'appelle Parle-moi de ton Mois d'Or, dans lequel il y a 2 parties différentes. Il y a toute une partie où c'est vraiment, on invite des femmes et des familles à venir témoigner de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent pendant leur postpartum, et ça permet vraiment de palper toutes les dimensions, intimes et très concrets en même temps du postpartum. Et il y a aussi maintenant une capsule qui s'appelle Marie la psy. Donc c'est vrai que si vous avez une question autour du postpartum qui est spécifique, du coup c'est possible de me laisser un petit audio et je via le podcast en tout cas. Merci Marie. Merci beaucoup à toi Sandra, de la qualité de ton écoute et de tes apports aussi dans ce podcast. Donc belle naissance à toutes dans vos vies de maman et merci beaucoup de cet accueil. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi, à tes amis ou même à ta sage-femme. Pour découvrir tous les rituels bien-être d'Ilado, nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons d'emmaillotage,
je te donne rendez-vous sur ilado.fr. Et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram Naissance d'une maman. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.